Comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. Eh bien, la situation entre la Russie et l'Ukraine devient vraiment intense. On atteint un autre niveau, Vladimir Poutine semble nerveux et c'est peut-être le moment le plus dangereux pour la Russie. Les nouvelles ne lui ont pas été favorables. Le mois de mai a été le pire mois de ces dernières années dans cette guerre en ce qui concerne la prise de territoire. Cela les rend nerveux aussi. Eh bien, aujourd'hui, des bâtiments s'effondrent en Ukraine et malheureusement, il y aurait des centaines de personnes que l'on croit coincées sous les décombres. Et évidemment, c'est terrible. Mais il n'y a pas que cela, il y a aussi tout ce qui se passe dans le monde, sous tous ses aspects. Il s'agit désormais de la question internationale de la géopolitique et des avancées technologiques surprenantes. Examinons cela en détail. Dans le monde, et je pense que nous commençons avec cette image, oui, celle-ci même. Eh bien, en se rappelant de cette émission où apparaissait ce monsieur Burns en vert, n'est-ce pas, radioactif. Vous vous souvenez ? Eh bien, cette même couleur, ce même vert apparaît dans une lueur lumineuse au-dessus des cieux de la ville nucléaire, pour ainsi dire, de Zaporijia. Cela attire l'attention car des attaques mortelles touchent de nombreuses régions en Ukraine. Nous allons regarder des images pendant que nous commentons ce que l'on sait qui s'est passé à Zaporijia jusqu'à présent. Regardez, voici cette image et voici une autre image en arrière-plan, cette couleur un peu verdâtre qui apparaît à Zaporijia. Il faut rappeler que cette zone a déjà plusieurs avertissements. Il y a à peine 2 jours, ils ont attaqué comment appelle-t-on, cette turbine nucléaire, n'est-ce pas ? Une des turbines qu'ils utilisent pour le refroidissement. Elle aurait été endommagée, mais apparemment sans fuite nucléaire. Évidemment, ils se sont rejetés la faute là-dessus, même si l'AIEA a souligné que celui qui prend ou qui a l'administration de la centrale en est responsable. Et cela évidemment incombe actuellement à la Russie parce qu'elle occupe cette zone, même si on lui a demandé à plusieurs reprises de la restituer. Bien sûr, la reprendre par la force est très difficile, étant donné les risques encourus. Mais il y a aussi d'autres images. Voici une image où, apparaît cet ambassadeur, l'ambassadeur de l'ONU, n'est-ce pas ? Le représentant de la Russie à l'ONU ? Exactement, écoutons-le. Le mur d'un bâtiment. Les conséquences ne se limiteraient pas au feu. Ce qui était bien... Voilà une partie du doublage, mais en anglais. Selon ce que rapporte l'envoyé russe, il aurait dit donc que si le drone qui a frappé en Roumanie avait été à eux, il leur aurait fait tomber tout le toit et n'aurait pas seulement laissé 2 blessés. Une sacrée effronterie, c'est-à-dire vraiment comme pour dire « nous avons déjà eu beaucoup d'expérience sur la façon dont ils endommagent les bâtiments civils, n'est-ce pas ? On connaît déjà les dégâts qu'ils causent, donc ce n'est pas le nôtre puisque le leur est pire, non ?» Tu te rends compte, imagine ça, aller dire ça à l'ONU, franchement, à l'intérieur il doit être en train de rire, non ? Parce que ce sont des messages qui ont tout sauf de la diplomatie, n'est-ce pas ? Évidemment, et bon, ce sujet non plus ne surprend plus vraiment, non ? On voit aussi des centaines de personnes, voire des milliers, non ? Qui se rendent dans les abris partout en Ukraine. Voici le métro de Kiev où il s'installe pour passer toute la nuit sous terre. Il se prépare à ce que l'on sait être une attaque extrêmement massive de la Russie contre l'Ukraine en ce moment. Cette image ici montre aussi un peu plus à quoi ressemblent ces personnes là-bas, n'est-ce pas ? Dans cette situation, ils ne savent même plus où aller, n'est-ce pas ? Ils ne savent même plus où se mettre. Franchement, c'est hallucinant. Ici aussi, nous voyons, ce serait déjà une partie de ces premières attaques. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Eh bien, ce qui est rapporté en ce moment, c'est une attaque massive avec des missiles et des drones dans plusieurs villes d'Ukraine, y compris Kiev, et aussi des dégâts à un immeuble, à des bâtiments résidentiels. Pour l'instant, jusqu'à présent, on parle de 9 personnes qui auraient perdu la vie, 89 blessés, mais bon, ces chiffres peuvent changer au cours des prochaines heures. Et donc, Kiev a été essentiellement la cible des missiles et des drones russes, où l'impact principal de l'attaque russe d'aujourd'hui a eu lieu, les premières explosions.
Elles ont commencé vers 1h30 du matin heure locale, juste avant que l'alerte de raid aérien ne soit déclarée. Eh bien, le gouvernement ukrainien avait préparé la population parce qu'il savait que cela allait arriver. Et puis, de nouvelles explosions ont eu lieu à partir de 2h15 et il était 4h du matin suivi de brèves coupures d'électricité. Peu après, le maire de Kiev, Vitaly Kilitchenko, cet homme qui était boxeur, a confirmé que plusieurs quartiers subissaient des coupures d'électricité à cause de l'incident, à l'attaque russe et, en conséquence, à une attaque à l'arme à feu dans le district de Podiansky. Les éléments structurels d'un immeuble de 9 étages se sont effondrés et il pourrait y avoir des personnes coincées sous les décombres. Selon ce qu'indique le maire, des dégâts ont également été signalés dans un immeuble résidentiel de 15 étages et un autre de 24 à Solomiansky ainsi qu'à Plachenko. Des débris d'un drone sont tombés près d'une crèche et un incendie s'est déclaré sur le terrain d'un immeuble en construction dans le district de Volonsky. Eh bien, ils apparaissent au fur et à mesure que je te racontais différents moments, n'est-ce pas ? Par exemple, ce que nous voyons ici est une interception réussie d'un missile balistique russe à courte portée, probablement avec une ogive à sous-munitions à en juger par la façon dont il explose. D'après ce qui est rapporté sur cette image, il y a quelques minutes, selon ce qu'ils disent dans la capitale ukrainienne, c'est à ce moment-là qu'un patriote, un MiM-014, aurait abattu ce missile. Une autre des images qui ont surpris, c'est aussi ce que nous voyons ici, là. Ici, nous voyons l'un des drones qui a percuté une concession de voitures électriques. Oui, je crois que c'est une marque chinoise, là-bas, à Kiev. Avec les véhicules électriques, les batteries provoquent des incendies dangereux et difficiles à éteindre. Exactement. Un autre point qui attire l'attention, ce sont ces attaques. Là, eh bien, encore plus d'attaques. Ce serait apparemment avec des missiles, non ? Oui. C'est aussi une part de ce qu'on observe, et c'est vraiment impressionnant. Et d'un autre côté, et ça c'est du côté russe, non ? Que se passe-t-il là-bas ? Ce sont des attaques qui ont visé des raffineries, n'est-ce pas ? Il me semble. Exactement. Eh bien, apparemment, non. Je crois que celui-ci est celui de... Non, c'est celui de... Comment ça s'appelle ? Celui de la route qui va... Oui. Celle qui va en Crimée, celle qui transporte du pétrole. Exactement. Là, ce qu'ils transportent, ce sont des fournitures. Ça peut être des armes, de l'essence, du gaz, du diesel. Ça peut... Être... N'importe quoi, oui, n'importe quoi. Ils peuvent transporter plein de choses là-dedans. Cette route est constamment prise pour cible. S'ils voient un camion avec de la marchandise, ils l'attaquent. C'est ça la situation. Cette route est vraiment, eh bien, terrible. Il n'y a pas de passage et actuellement, ils sont désespérés en Crimée, car cette zone occupée pensait être toujours approvisionnée par la Russie, jusqu'à ce que l'approvisionnement cesse soudainement. Il y a aussi ces images qui ont circulé. Que se passe-t-il là-bas ? Là, nous voyons un avion, un chasseur KZ-Caesar, qui intercepte ce qui sera un missile de croisière russe KH-101. Je ne sais pas si vous avez vu l'avion, il sort très vite en haut de l'image. Allons-y, écoutons. Il met de la musique. Maintenant, nous pouvons. Ils adorent la musique. Oui, ils mettent toujours de la musique. Là, ça apparaît en haut. Voyons si on le voit. Voilà l'avion. Voici l'avion où tu passes. C'est un avion à la maison. Il est détruit. Là, le missile est détruit. Exactement. Un F-16, n'est-ce pas ? C'est un S-16 de la Flight Team, Fighting Falcon du 107e escadron d'aviation de l'armée de l'air ukrainienne, n'est-ce pas ? Qui fait aussi partie du rapport. Au moins, ils mettent de la bonne musique parce que, bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chez les militaires américains, ils mettent la Macarena, mais ralentie. Pourquoi ? Pourquoi la Macarena et pourquoi ralentie ? C'est quelque chose que je me demande vraiment. Aussi, les Arabes mettent des trucs parce que, évidemment, on voit beaucoup d'images avec le son qu'envoient de ces groupes, qu'il s'agisse de militaires, de blogueurs, etc. Alors, parfois, tu fais la remarque en disant « Regarde cela, par exemple, les Iraniens, je vois qu'ils envoient beaucoup de musique pop, mais iranienne. Donc ça sonne drôle à cause du persan mélangé avec la pop et tout ça. Mais au final, ça ressemble un peu au style de pop qu'on entend en Inde. Ouais. Mais avec une autre langue, évidemment. Bon, alors... Mais la Macarena, je ne sais pas. Demandez-lui s'il connaît quelqu'un au gouvernement. Qu'ils ne mettent pas la Macarena, et surtout pas en version ralentie. Oui, c'est comme si ça leur retirait de l'énergie, non ? Si tu ralentis, que ce soit avec Los Angeles Azules ou autre, non. Si tu veux mettre de l'ambiance, fais-le bien. Mais bon, voilà comment ça se passe dans cette histoire. Nous allons continuer à mettre à jour parce que tout cela est en cours de développement. Oui.
Eh bien, pour la dernière nouvelle, Volodymyr Zelensky vient tout juste de faire une déclaration ce matin. Ils sont déjà au 2 juin, évidemment. Et il a dit que les alertes des services de renseignement concernant les attaques russes restent en vigueur. En d'autres termes, il demande aux gens de ne pas sortir, de ne pas baisser la garde. Il dit qu'une attaque massive est toujours possible, c'est-à-dire qu'elle pourrait se produire. Nos défenseurs de l'espace aérien s'y sont préparés. Ils sont prêts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans la mesure du possible avec les ressources disponibles. Parce qu'il faut se rappeler que, Zelensky a demandé du soutien aussi bien au Congrès qu'au gouvernement, au président Donald Trump pour obtenir plus de ressources pour la défense. Exactement, n'est-ce pas? C'est un sujet qui crée des tensions en ce moment avec la question des ressources et avec le fait que les États-Unis apportent leur soutien, n'est-ce pas? C'était un peu comme la dernière fois, en gros, est-ce qu'on va se soutenir ou pas, au moins pour savoir, en gros, non. Mais bon, passons à d'autres sujets. Jorge, c'est un plaisir de te voir. Jorge Hernandez. Salut Jorge, comment vas-tu? Tu sais, comme on dit, tu ne mourras pas parce que j'ai pensé à toi aujourd'hui, Jorge. Et je pensais aux amis étrangers que je connais qui vivent ici, qui sont déjà mexicains ou qui ont passé toute leur vie ici. Et l'un d'eux, c'est Jorge. Parce que c'est Jorge? Jorge, tu sais, oui, il est mexicain, mais il est né en Argentine. D'accord. Ou alors, tu sais que les Mexicains naissent où ils veulent. Rien, exactement. Donc, Jorge est né là-bas. Sinon, si je me suis trompé, dis-le-moi, Jorge. Peut-être que je me suis trompé. Jorge, mais d'après moi, c'est bien ça l'histoire. Mais parfois ma mémoire me fait défaut. Mais d'après moi, oui. Salut Jorge, Panterita, Joël, Rivas, Sylvia. Moi, c'est à cause de la Coupe du Monde, parce qu'ici en Iran, en ce moment, c'est la Coupe du Monde. Je pense que l'Argentine est première et le Mexique deuxième, non? Je ne sais pas. Joël Rivas, comment vas-tu? Guillermo Nyongo, comment vas-tu? Très intéressant ton nom. Un grand salut à toi. MT, comment vas-tu? Ricardo aussi, comment ça va? Passons à d'autres sujets importants. Écoutez, cette image apparaît, sur les réseaux, on voit ces images où il y a, des pluies vraiment torrentielles. Aujourd'hui ou hier? Hier, nous évoquions cette affaire. C'est-à-dire de comment ça allait être, ça nous a beaucoup surpris, l'accumulation d'eau, et on a dit, écoutez, il faut donner l'alerte parce que les 15 prochains jours vont être très intenses. Les 15 premiers jours de juin, pour ceux qui n'ont pas vu le rapport hier, regardez, je vous annonce déjà cela. Et sinon, vérifiez-le, s'il vous plaît, mais c'est vraiment énormément d'eau. Nous parlons de zones qui vont recevoir 200-300 mm, ce qui, bien souvent, même un ouragan n'apporte pas autant d'eau. Oui, c'est beaucoup d'eau, même si elle est répartie sur 15 jours, évidemment, c'est beaucoup d'eau. En 15 jours, ça, c'est important. Depuis la Floride, tout l'est du Canada jusqu'à Oaxaca, pas partout, pas toutes les zones, mais il y a beaucoup d'endroits où il y a énormément d'accumulation d'eau. Pratiquement, je vous disais, le centre du pays, tout le sud-est, vers tous les États du sud-est des États-Unis, même la Floride, mais surtout vers l'Alabama et les États voisins. Et là, à partir de là, tu montes et il y a énormément d'eau qui arrive pour juin, n'est-ce pas? Juin va être avec beaucoup de pluie. Aujourd'hui, en voyant ce rapport, je me suis dit que cela s'est réalisé très vite, alors que je m'attendais à ce genre de choses dans 1 ou 2 semaines, pas aussi rapidement. Alors, voilà comment est Coajimalpa, selon ce que rapporte Metro Aler, Mexico, ceci via les réseaux, via Twitter. Aussi, une image que, regardez, il faudrait l'analyser, celle-là. Astrid vient de me l'envoyer à l'instant et donc, mais il faudra la vérifier parce que c'est un jeune Brésilien, n'est-ce pas? Je ne sais pas, il est sur Instagram, n'est-ce pas? Il est en train de faire un live, non? C'est ce qu'on appelle comme un live et donc, regardez, il était en train d'écouter des choses bizarres apparemment dans le ciel, un truc comme ça. Et puis tout à coup, il voit ça. Voyons si je peux le voir par là. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu! Les gars, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a, Astrid? Oui, c'est très drôle la façon dont il commente tout ce qui lui arrive, tout ce qui se passe. Je ne sais pas ce qu'il y a sur cette montagne, mais c'est intriguant. Maintenant, moi, je ne l'ai pas vu voler, je ne l'ai pas vu sortir, donc, cette partie est là, je regarde toute la vidéo pour voir s'il apparaît, mais il n'est pas apparu. Donc bon, il me reste le doute de savoir ce que c'est qui est là, mais bon, c'est curieux, on va l'analyser plus tard. Oui. J'ai dit que Pépé doit le voir, mais je ne m'attendais pas à tout savoir immédiatement. Oui.
Oui, oui, c'est-à-dire là, je suis en train de regarder parce que, eh bien, j'attendais de voir s'il allait se passer autre chose, non? Pium est bon? Oui, je ne sais pas. Aussi, eh bien, le lauréat, toujours présent, jamais absent. Aujourd'hui, le 21 juin, eh bien, un épisode éruptif a commencé. Le numéro 48 du volcan lauréat. Avec une hauteur d'environ 200 mètres, ce que vous voyez là mesure à peu près 200 mètres. Ils signalent aussi une chute de cendres volcaniques et ce qu'ils appellent les cheveux de Pelée. J'imagine que c'est comme ça que ça s'appelle, non? C'est leur déesse, donc voilà. Eh bien, regarde, imagine-toi, fais ce calcul, je ne sais pas dans quel immeuble ou quelle maison ils vivent, mais tu dirais quoi? Une maison à 2 étages, ça doit faire 8 mètres ou quelque chose comme ça, non? Plus ou moins. Imagine-toi que la petite maison paraîtrait toute petite comme ça, non? Et toute la lave serait le reste, c'est-à-dire, oui, ce genre de fontaine est énorme, mais comme il n'y a pas de perspective, comme il n'y a rien autour pour que tu puisses mesurer, eh bien d'un coup ça ressemble à une petite fontaine de lave, non? Non, c'est une fontaine énorme. C'est ce que rapporte l'USGS, spécialisé dans les volcans des États-Unis. Aussi, eh bien, on observe cela. Qu'est-ce qu'on voit là? Ici, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit un incendie qui s'est produit en Indonésie, dans un marché qui s'appelle le marché Jiang, à Temayoran, là-bas en Indonésie, dans le nord de Jakarta, en Indonésie, et eh bien, cela a beaucoup attiré l'attention. Et je reste avec cette image, qui est celle qui attire le plus l'attention, regardez. Là, je m'arrête. C'est celle où l'on voit le mieux la perspective de la taille de l'incendie en Indonésie. Regardez la taille. C'est une prise de vue aérienne. Regardez les maisons, d'accord? Regardez la taille de ce qui s'est passé là-bas. Bon, voilà l'incendie, non? Je veux dire, combien en avons-nous eu ces dernières semaines, non? Pas mal d'événements comme ça. Je ne sais pas, tu vois, ce sujet m'intrigue beaucoup, mais bon, ils disent juste qu'ils vont enquêter, non? Et puis l'affaire s'arrête là. Mais bon, on verra s'il y a un résultat. Ici, eh bien, on va continuer à suivre ça, mais oui, ça m'intrigue vraiment beaucoup. Aussi, parmi les phénomènes intéressants et étranges, il y a un phénomène naturel qu'on appelle les sprites ou spritz. Les sprites rouges, non? C'est un phénomène qui est parfois très difficile à capturer parce qu'ici, ce sont des sprites, hein? La caméra et la sensibilité de la caméra sont très élevées. Et à l'œil nu, les gens pourraient le voir, hein. En étant très attentif, on pourrait les voir si on a de la chance. Ces décharges électriques dans la mésosphère auraient déclenché ces éclairs appelés sprites, qui ne durent qu'une fraction de seconde. Donc c'est beaucoup trop rapide et beaucoup trop subtil. Donc pour les capturer, il faut utiliser des caméras spéciales, et cela demande des mois entiers de travail pour les détecter. Ici, ils l'ont détecté sur une montagne au Tibet à 5000 mètres d'altitude. C'est-à-dire, c'est ainsi que ces photographes s'y prennent pour capturer ce type de phénomène. Sinon, c'est extrêmement compliqué dans une ville avec la Pollution visuelle? Avec la pollution lumineuse, il est presque impossible d'observer un tel phénomène, non? Mais bon, allons aussi voir d'autres images. Cette image, eh bien, elle fait référence à ce qui se passe dans le domaine technologique. Parfois, ce sont des choses surprenantes. Regardez, nous voyons une sorte de, disons, verre. Ce n'est pas un verre ordinaire, ce n'est pas un disque. C'est un disque fabriqué en verre, n'est-ce pas? C'est quelque chose comme ça. C'est un disque? Eh bien, ce n'est pas un disque en verre. En verre. Oui, c'est en verre, en verre. Le scientifique ou quelques scientifiques auraient réussi à créer un minuscule disque en verre qui a la capacité de stocker 360 téraoctets, c'est-à-dire si un gigaoctet n'est déjà pas mal d'informations, alors imaginez un téraoctet ou imagine 360 téraoctets. Eh bien, J'imagine. impressionnant. En plus, ce qui est intéressant avec ce disque, c'est qu'il est conçu de telle manière qu'il peut durer des milliers d'années. Parce qu'il y a comme le fil soudainement, et ensuite il y a l'idée, et que se passerait-il si nous voulions laisser des informations à d'autres civilisations pour le futur, n'est-ce pas? Mais beaucoup des disques ou des matériaux sur lesquels on stocke des informations ont une durabilité très limitée. Même les meilleurs ne dureront que quelques centaines d'années, mais ici on parle de matériaux qui pourraient y durer des milliards d'années. Tu imagines? Oui. Alors oui ou non? Servido. Ah, Et entonces, se te cae. Parce que c'est un type de verre spécial. J'imagine que parfois oui. Exactement.
Donc c'est ça, je veux dire. Au moins maintenant, il faudra attendre des milliards d'années pour voir si c'est vrai. Bon, n'est-ce pas? Bon, on attend là. Sinon, quel est leur travail? Je ne peux pas attendre. Pour voir si ça ne fond pas, parce que le verre fond. Alors, si vous connaissez quelqu'un d'immortel, s'il vous plaît, ils sont là. Le monsieur, ils ne vont même pas s'en rendre compte. Ils demandent là qu'on leur envoie leur LinkedIn. S'ils sont immortels, il doit y en avoir une dizaine dans le monde entier, sûrement. Alors, eh bien, écoutez, non, moi je suis immortel, et je n'avais pas de travail, pour être honnête, vraiment. Je pourrais garder ce petit disque pour vous. Et ainsi, nous faisons Israël. Je le disais déjà, ils vont le dire aussi, n'est-ce pas? Donc c'est la seule. Mais maintenant, passons aussi à d'autres sujets importants. Écoutez, il y a eu un séisme en Europe. Où cela s'est-il produit? Comment évolue la situation? En Italie, de magnitude 6,2, assez fort en Calabre, dans la région de Calabre, qui se trouve au sud de l'Italie. Donc, ils ont dû avoir une sacrée frayeur parce que c'était au petit matin. Imaginez, vous dormez et soudain, on vous réveille comme ça. Heureusement, aucun dégât n'a été signalé. Pour le moment, le séisme s'est produit à près de 250 km de profondeur, donc c'est vraiment, vraiment profond. Dans la mer Tyrrhénienne, au large de la côte de Cosenza. Et la secousse a été ressentie dans une grande partie de la région, jusqu'à la commune de Catanzaro, à Cosenza, à Naples et dans d'autres localités, des localités dans la zone du Vésuve. C'est ce que rapportent les médias locaux. Aucun dégât ni impact n'a été signalé pour le moment, même si les autorités continuent de surveiller la situation. Il n'y a pas eu de réplique. Bien sûr, ils doivent, dire, Procéder en profondeur, cela s'est vu. Oui, comme tu veux. Quelque chose, c'est que 6,1 comme tu veux. Quelque chose maintenant. Maintenant, c'est bien qu'il ait été très profond parce que les séismes dans ces régions d'Italie, surtout dans les zones historiques, provoquent souvent beaucoup d'effondrements. C'est vrai aussi. Eh bien, c'est important de le prendre en compte aussi. Bon, une autre des images, celle-ci est une image, qui a beaucoup fait parler aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, nous avons pu montrer une partie de cette image où apparaît un missile, n'est-ce pas? C'est un missile qui... Bon, allons-y, on va le mettre, c'est selon ce que l'on sait. Voyons, on va le mettre là. Je pense vraiment qu'ils utilisent des images d'archives, non? Mais bon, ce sont les images qu'ils ont diffusées pendant qu'un rapport de l'UKMTO, cet organisme, était présenté, qui s'occupe de la logistique et qui montre comment sont les choses. Cela se passe là-bas en mer, dans le détroit d'Ormuz, spécifiquement de la part des Anglais. Dans ce rapport, ils disent qu'il y avait un bateau. Regardez, je l'ai encore noté ici depuis cet après-midi, car cela venait juste d'arriver. À 40 km, à 40 000 nautiques, une attaque aurait été signalée à peu près ici, selon ce qu'ils savent, avec un missile de croisière. En représailles à une chose que les États-Unis ont faite, c'est-à-dire une désactivation de la part des États-Unis, selon eux, face à cela, l'Iran a attaqué un navire au Koweït. C'est apparemment un navire de charge. Et bon, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de tensions. Ou plutôt, il y en a eu en fait depuis hier soir, n'est-ce pas? Ils ont commencé à avoir des tensions là-bas, des attaques essentiellement. Il y a 2 jours, une nouvelle attaque a visé une base américaine dans la même zone, causant quelques blessés légers parmi les États-Unis. Et cela m'a frappé qu'il n'y ait pas eu de réaction très forte. C'est-à-dire qu'on voit clairement que si la situation était vraiment très tendue, les États-Unis auraient réagi de façon très forte, et cela n'a pas été le cas. Je pense que c'était aussi pour les Iraniens un signe qu'une négociation importante allait vraiment avoir lieu. La réprimande de Donald Trump envers Netanyahou montre qu'il y a un intérêt pour la négociation, qui n'est pas exclu pour l'instant. Oui, ça calme un peu cette contrariété, non? Parce qu'il faisait comme si de rien n'était et tout de suite il publie un tweet disant que non, j'ai déjà parlé, j'ai déjà arrêté toute l'affaire, ils vont se calmer. Et bon, de toute façon, Israël répond que si on nous attaque, on va attaquer. Oui, bien sûr, c'est ce qu'il dirait, mais au final, vas-y, appelle. Que se passe-t-il? C'est une grosse averse de grêle qui semble très forte là-bas aux États-Unis, à Denver, au centre, où, la grêle, il disait qu'elle était à peu près de la taille d'une balle de golf, pour que vous ayez une idée. Là, c'est vraiment impressionnant.
Quelqu'un a commencé à rassembler ces images pour montrer ce que font les animaux quand il y a de la grêle et tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, pas grand-chose. Ils restent comme ça, regarde. Et les coups? Ça leur est égal, tu vois. Peut-être que nous, on exagère beaucoup, on exagère vraiment beaucoup. Non, la grêle ne nous a pas encore frappés, et quand elle frappe, ça fait vraiment mal dans le dos. Je ne sais pas, moi je ne vais pas te le dire. Non. Préviens-moi si on sort. Je vais faire comme ça, voyons. Voyons ce qui se passe. C'était bien. Il est mort à cause d'un gros grêlon. C'est qu'en plus, dernièrement, ils sont vraiment gros. Je veux dire, il n'y a pas longtemps, il y en a eu, je ne me souviens plus où, quelque part aussi aux États-Unis, et ils ont montré un grêlon. Oh là là, mon Dieu, les gars, ils se mettent à filmer comme ça en plein milieu. Ils ne font rien, non. Sérieusement, sérieusement. Aujourd'hui, oui. Je ne peux pas l'oublier car il y a beaucoup de droits, mais celui-ci est vraiment fou. On va voir si je peux le mettre sur Telegram. Je vous le mets sur Telegram pour que vous puissiez le voir. C'est vraiment cool. C'est comme si c'était quelqu'un qui est dans une ferme. Donc il a remarqué qu'ils ont un comportement très différent de ce que fait normalement un être humain, n'est-ce pas? C'est comme s'ils cherchaient toujours à se cacher et que quand la pluie tombe, les animaux, enfin, ils sortent. Eh bien oui. Ils sortent comme ça. Eh bien, il vit avec une cinchona. Il regarde comme ça, beaucoup. Vent, pluie et grêle. Les trois choses? Merci, il s'en fiche, ça c'est sûr. Et il sort, le petit canard, tu vois, et il regarde en haut comme si de rien n'était. Ils mettent aussi un oiseau comme ça, un cardinal. Je crois que c'était un cardinal rouge, non? Ceux-là sont vraiment beaux. Sur une branche, et il est tout ébouriffé, non? Le vent souffle comme ça, la branche bouge et l'oiseau reste là, accroché. Comme si de rien n'était, mec. Il pleure, et c'est fou. Le comportement animal m'intrigue parfois, c'est très différent. Les humains, c'est souvent exagéré chez les jeunes. Maintenant, celui-ci est aussi là. C'est une autre des images du marché là-bas en Indonésie, non? On va sûrement encore entendre parler de ce qui s'est passé dans le nord, à Jakarta, dans le nord de l'Indonésie, avec de nouvelles images à venir. Aussi, bon, une autre image de plus. Bon, ce n'est pas la même celle-ci. Celle-ci est vraiment excellente. Celle-ci est vraiment excellente. C'est très intéressant. Regardez ce qui s'est passé au Brésil. C'est bien au Brésil, non? Si je ne me trompe pas. Oui, au Brésil, oui. Regardez, ceci est au Brésil? Regardez, ce monsieur est assis. C'est comme au Mexique, où il y a une personne chargée de mettre l'essence, parce qu'aux États-Unis, vous savez, c'est vous-même qui descendez et mettez l'essence. Ici, non. Ici, il y a quelqu'un qui met l'essence pour toi, qui te demande s'il doit nettoyer le pare-brise, je ne sais pas. Il y a toujours un service supplémentaire au cas où tu voudrais, évidemment, leur donner quelque chose, non? Donc il était là. J'imagine que la nuit, tranquillement, sans attendre de clients, et tout à coup, eh bien, il arrive par là, ce qui semble être un... Moi, je vois ça comme un léopard, non? Je le vois comme un léopard. C'est un jaguar. Bon, un jaguar, non? Disons, un jaguar. Il apparaît par là, il le sent, et lui ne réagit même pas. Apparemment, ce qu'il a fait en le voyant, c'est justement de ne pas réagir. Parce qu'il savait que, comme avec un chien, comme avec d'autres animaux, si tu cours, la première chose qu'ils vont faire, c'est te chasser, non? Donc, voilà. Comme les chats. Comme les chats, exactement. Très bonne réaction de ce monsieur en restant immobile. Oui. Et ne rien faire du tout, non? C'est que le monsieur n'était même pas endormi, ni rien, tu vois. C'est un petit. C'est mon petit chat. C'est mon petit chat. Quoi? Quel léopard, n'importe quoi. C'est le mien. C'est un jaguar, c'est mon minou. Celui-ci. Eh bien voilà, oui, le jaguar. Et il y a aussi celui-ci, c'en est un, ça, ils le détectent ici au Mexique. Un jaguar Andy. Un jaguar, c'est parfois très difficile à voir, mais bon, ils vont le capturer avec ces caméras qui détectent le mouvement. Je pense que tu dois, comme ce que... Exactement, là il apparaît par ici. Ensuite, le gouvernement du Mexique partage ça. Non, ceux de l'environnement... Attends, je mets en plein écran pour voir. C'est un jaguar Andy, c'est super difficile de voir ces petites bêtes. Franchement, c'est très compliqué. Et regarde, là il y a jaguar Andy. Comment tu vas? Oui, oui. Très joli. Très beau, il est vraiment très beau, il est vraiment très beau. Eh bien, c'est ce que partage, disons, l'environnement avec NEMP, etc., qui sont, d'après ce que je comprends, ceux qui auraient enregistré. Ils enregistrent ça. Il me semble que c'est à Hidalgo, n'est-ce pas? Oui, et avec cela, il est officiellement confirmé qu'Hidalgo abrite 6 espèces de félins sauvages, le puma, le jaguar, l'ocelot, le tigrillo, le marguet, le chat sauvage et le jaguar ondi ou jaguar ondi. Eh bien, super, quelle belle image vous avez obtenue là-bas. Passons à d'autres sujets importants.
Écoutez, une image est apparue montrant des petits animaux. Cela est apparu à Monterrey. Avant, les ours étaient très maigres, maintenant ils sont gros. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est à cause de la pluie. Maintenant, ils peuvent aller manger là-bas, à La Rioja, à San Pedro, dans les quartiers opulents. Ils récupèrent d'excellents restes alimentaires dans ces quartiers riches. Ils trouvent de bons restes de nourriture. Quelque chose se passe avec les ours de Monterrey. Ce n'est pas l'hiver, tu es d'accord? Non, ils sont vraiment énormes, vraiment énormes. Eh bien, cela ça a été filmé ici à Nuevo León, ici à Monterrey. En fait, ces ours apparaissent en ville. En réalité, ce que nous voyons ici est intéressant. Ici, nous voyons, je ne sais pas pourquoi je ne te l'ai pas envoyé. Bon, il est dit qu'au Kerala, en Inde, ils en auraient transféré un de plus. Celui-ci, je l'avais ce matin. Celui-ci dit qu'ils ont déplacé une image de 50 mètres, c'est en soutien à l'équipe nationale argentine. Ceux du Kerala en Inde soutiennent à fond. Et c'est leur équipe. Non, ce ne sont pas mes fans d'Argentine. Donc, ils ont fait une méga affiche de 50 mètres avec chacun des joueurs, avec les gens qui crient, c'est ce qu'on raconte. Genre, les Argentins, ils surpassent les fans. Et ça y est, maintenant Kerala est bien meilleur. Non, non, pas non plus. Non plus, non plus. Voyons, dites-moi, les Argentins ont-ils déjà fait quelque chose comme ça pour prouver leur amour? C'est bien, voilà comment ça se passe aussi sur ce sujet. Allons maintenant à ce qui s'est passé, à ce qui se passe là-bas en Californie, où, eh bien, ils assurent qu'ils vont relâcher un grand nombre de moustiques stériles. N'est-ce pas? Exactement. Eh bien, Google a demandé l'autorisation de libérer 32 millions de moustiques qui iraient en Californie et en Floride. Cela fait partie d'un programme qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle The Buck. Là, ils relâchent ou élèvent d'abord un grand nombre, une armée de moustiques mâles stériles, dans le but, évidemment, de réduire la quantité de moustiques vecteurs de maladies. Et donc, voilà. Cet avis est donné par le registre fédéral, où il est dit que l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, eh bien, elle examine cette demande de la part de Google pour libérer jusqu'à 16 millions de moustiques par an en Floride et en Californie, c'est-à-dire 16 et 16 pendant une période de 2 ans. Et l'EPA va décider si elle approuve la demande de Google pour cette utilisation expérimentale après une période de commentaires publics qui se termine le 5 juin. Alors, il faut se rappeler que les moustiques mâles ne piquent pas. Ce sont toujours les femelles qui piquent, mais ceux-ci ne piquent pas et ne transmettent pas de maladies. Et la principale méthode de Google consiste à élever ces moustiques mâles avec une bactérie naturelle appelée Wolbachia qui les empêche de se reproduire, c'est-à-dire qu'elle les rend stériles. Et quand ils s'accouplent avec des femelles, eh bien, elles n'auront vraiment aucune descendance, c'est-à-dire que ces œufs n'écloront jamais. Donc, avec cela, l'idée est de diminuer la population à chaque génération de moustiques. C'est vraiment fou parce que l'autre jour, enfin, il y a quelque temps déjà, non, quand on parlait de quelque chose de similaire qu'ils ont fait là-bas, en Floride. Oui. Les scientifiques disaient « Écoute, c'est impossible d'éliminer les moustiques, et tu ne veux pas non plus les éliminer parce qu'ils sont nécessaires. C'est-à-dire les moustiques pollinisent, ils pollinisent et ont beaucoup de fonctions. Ils nourrissent les oiseaux. Bref, les moustiques sont de toute façon nécessaires. Le problème, c'est l'excès de moustiques, ou le fait qu'il y ait soudainement des moustiques qui ne sont pas endémiques de la région, qui viennent d'autres zones et qui portent des maladies, qui posent bon des problèmes. Donc la question, c'est simplement de les contrôler pour qu'il n'y en ait pas trop. C'est tout. C'est la seule chose qu'on veut. C'est-à-dire que, avec ce genre de choses et d'autres outils, on veut faire ce contrôle. Parce que parfois, le problème, c'est que ce qu'ils faisaient, c'était de pulvériser. En fait, ils continuent de le faire ici au Mexique, et ils le font dans beaucoup d'endroits. C'est-à-dire, parfois, ils passent dans les rues, et ils pulvérisent des insecticides. Et au final, ça reste un produit chimique qu'ils lancent dans l'air. N'est-ce pas? Au bout du compte, je veux dire, c'est censé être... Et ça n'a pas vraiment permis de s'en débarrasser. Et non, oui, parce que c'est censé être, je veux dire, c'est... Celui-ci peu toxique pour les personnes... Ce que tu veux, mais ça reste quand même un produit chimique dans l'environnement. Donc c'est une méthode qu'ils ont trouvée au moins pour réduire considérablement les moustiques. Mais j'insiste, ce n'est pas la solution totale au problème. Surtout si tu vis dans des zones à risque de moustiques, il faut continuer à se protéger avec des répulsifs contre eux. Si possible, qu'ils ne soient pas faits de ces matériaux, comment ça s'appelle? Materiales, ¿cómo se llama? Certains sont faits de matériaux naturels non toxiques. Certaines fleurs et plantes repoussent aussi naturellement les moustiques. Et en avoir ne résout pas le problème à 100%,
mais ça le diminue beaucoup parce que les moustiques n'aiment pas certaines plantes. Tronelle, citronnelle, entre autres, eh bien, une combinaison de celles-ci est meilleure. Donc, si tu as cette opportunité, garde-les. Il y a aussi des sons qui, soi-disant, les font fuir, je ne sais pas trop comment ça marche. Il existe même des applications sur téléphone portable, non, que nous avons testées. Et donc, oui, ils partent au moins momentanément, oui, ils partent. C'est-à-dire que le son les dérange apparemment. Moi aussi, si je l'entends, je ne sais pas si tu te souviens que c'était gênant. Ça peut être un peu gênant, écoutez, mais ce projet de Google, ils l'ont déjà testé à Singapour. Ça a été le premier endroit où ils l'ont utilisé et ils ont réussi à réduire entre 80 et 90% de la population de moustiques Aedes aegypti. C'est cette population qu'ils veulent réduire. Voici la situation. Passons à d'autres sujets importants. Écoutez, il y avait un cas suspect au Brésil, un deuxième cas suspect. Il a déjà été écarté. C'était juste un cas suspect. Ils lui ont fait des examens et on sait maintenant qu'il n'avait pas l'Ebola. Exactement. Aujourd'hui, le gouvernement du Brésil informe que la personne qui avait des symptômes similaires à l'Ebola a été testée négative. Heureusement, le test pour détecter le virus a été fait et, eh bien, les autorités ont également écarté le premier cas un jour après. Donc, en ce moment, le Brésil n'a pas d'Ebola, il n'y a aucun cas, aucun suspect, rien du tout. Rien du tout. Parfait. Voilà pour ce sujet aussi. Passons donc à un autre sujet. Eh bien, aujourd'hui à l'ONU, 56 pays l'ont dénoncé. C'est pourquoi nous avons entendu la représentante de la Russie à l'ONU. Ils ont dénoncé le fait que la Russie attaque la Roumanie. Cela à cause des drones qui ont frappé ce bâtiment. Et donc, selon la ministre roumaine des Affaires étrangères, Anna Silviatui, les 3, 28 et 29 mai, un drone russe qui faisait partie de ces attaques menées contre l'Ukraine est entré dans l'espace aérien roumain et a violé la souveraineté ce jour-là. Le droit international a été violé, il est allé là où il ne devait pas. Il a explosé sur un toit, blessant 2 personnes. Et donc, aujourd'hui, cet appel est lancé, cette critique envers le gouvernement russe pour ses actions qui, eh bien, ce n'est ni la première, ni la deuxième, ni la troisième fois. On ne sait même plus combien de fois cela s'est produit. Franchement, ils se moquent totalement des remontrances de l'ONU. Oui, non, ça ne les intéresse pas vraiment tant que les choses qui se passent là-bas ne sont pas contraignantes. Mais bon, c'est comme ça. Bonsoir. Comment vas-tu ? José Sara Théophé Mendez. Salut Sylvia. Comment vas-tu ? Comment tu as été ? Super. Passons à d'autres sujets. D'autres thèmes également importants. Il y en a déjà un. Il y a déjà une donnée, n'est-ce pas, sur comment le pétrole se présente là-bas, comment ça s'appelle en Asie. Non. Et il ne s'en va pas. Non, il ne s'en va pas. Disons, il ne s'envole pas, il ne chute pas non plus, mais il ne s'envole pas. Il est à 97. Maintenant, c'est légèrement moins que la clôture. Il a clôturé à 98. Il me semble qu'il y avait 98. 98, 020 et maintenant il est à 97. Donc c'est très intéressant. Cela veut dire qu'il semble prendre au sérieux ce possible cessez-le-feu que Donald Trump commence de manière assez abrupte avec cela. Exigence, disons. Bon, mais c'est... Et moi, eh bien, on verra. Je ne sais pas si cela va continuer. Comment ça s'est passé pour vous ? Comment allez-vous ? Salutations. Serrat, toujours homme de fête et du monde, dit « Je suis déjà à la pré-soirée, demain c'est mon anniversaire. » Demain, c'est ton anniversaire. Je t'ai vu, t'as sûrement une pré-soirée et une after. Prépare et pré-soirée, after party et racket party. Eh mais José, tu n'es pas censé fêter tout le mois ? Tout va bien? Tout le mois, oui, tout le mois, ou tout le mois de juin. C'est génial. Joyeux anniversaire. La fête des pères aussi, n'est-ce pas ? Le 2 juin? Non, 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 le mois, tout le mois, c'est la fête des pères, n'est-ce pas ? Tout le mois, oui, tout le mois, comme en mai, n'est-ce pas ? Salutations AMT. Oui, je m'en vais déjà. Mes petits yeux n'aiment pas lire des choses méchantes. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, je joue avec Panterita. Salutations. Sylvia dit « Dieu veuille, Pépé, que les guerres cessent. Salutations. » Salutations, comment vas-tu ? Très bien. Salutations aussi à Eh bien, à Ophé Mendez, comment vas-tu? Salutations Ophé, quoi de neuf? À Riquelme, nous avons aussi ici Marcella Riquelme. Allez, dis bonjour. Salutations au papa, c'est l'anniversaire de Trump Holland aujourd'hui, 30 ans. D'accord. Il s'est marié avec Zendaya à Spider-Man. Aussi Alanis Morissette, 52 ans pour ceux qui ne le savent pas. Aussi Morgan Freeman, 89 ans,
J'espère que le bon Dieu sera le même. Qu'il se donne encore de nombreuses années. Et Amanda Miguel, 70 ans. Amanda Miguel, regarde. Et j'irai, et Amanda Miguel. Excellent. Salutations à Ophé, dit-elle. Salut, dit Astrid. Pépé, bonne nuit. Ophé, tu es là? Quoi de neuf, au fait? Salutations. Salutations à Roberto Carreras. Comment vas-tu, Roberto? Alors, Qui sont les camarades? Il n'y a pas de footballeurs. On est dans le football en ce moment. il n'y a pas de footballeur. Salutations, il dit, pour le MT. Ne pars pas, ma chère. Salutations, Francisco Arce. Comment vas-tu? Le 29 de ce mois, c'est l'anniversaire de Tapatia. Pas d'une autre fête. Aussi, C'est fou. aujourd'hui, c'est ton anniversaire de Ada. Ada a apporté du bonheur. C'est de ça qu'il s'agit. Elle t'a fait un câlin, passe une belle journée et merci d'être resté avec nous pour ton anniversaire. Salutations à Christy. Je suis arrivée en retard car j'ai couché mon petit garçon. C'est génial. Tu reviens et il ne se passe plus rien. Bravo aux camarades, comme le dit Maria Marielena, non? Salutations à tous les camarades de ce mois de juin. Lucia Escudero demande « Si je pars, quel pays est le plus dur, l'Ukraine ou l'Iran? Avec quel pays préférerais-tu entrer en guerre et pourquoi? Merci pour ton travail. Bonne question, Lucia, et un grand salut jusqu'en Argentine. Davai. Salutations, Lucia. Toi, ici, c'est-à-dire Je préférerais entrer en guerre. Ça veut dire que je vais me battre contre lui. eux, avec qui pourrais-tu faire la guerre? Je préfère donc m'en tenir à l'un ou à l'autre. Je préfère les Iraniens. Les Ukrainiens me semblent très durs. Plus dur, n'est-ce pas? Très durs. Ils sont très durs. Parce qu'en plus, la population soutient la guerre, alors qu'en Iran, non. C'est différent. Eh bien, mince, c'est déjà difficile. Parce que tu vois, oui, les deux pays ont de bons ingénieurs. Il faut se rappeler qu'en Ukraine, on menait le programme ou une partie du programme spatial et aéronautique de l'URSS. C'est-à-dire qu'ils avaient aussi de bons ingénieurs dans le domaine nucléaire. Ils avaient des armes, en fait. Ils ont la plus grande centrale nucléaire. C'est-à-dire, eux, ils seraient les plus avancés pour fabriquer une arme nucléaire. N'est-ce pas? Donc, peut-être que je préférerais aussi celui-ci. Si tu dois te battre contre l'un des deux, eh bien, contre les Iraniens, ce serait plus logique. En plus, oui. Parce que toi aussi, si tu vas entrer en guerre, tu dois penser que, eh bien, tes guerriers, tes soldats considèrent une attaque comme justifiable, et c'est plus difficile. Je veux dire, c'est plus proche de la société ukrainienne, d'une société de cette région, n'est-ce pas? Parce que, eh bien, au moins sur le plan religieux, il peut y avoir pas mal de similitudes, mais avec l'Iran, c'est un peu différent, surtout à cause du radicalisme. Alors, peut-être qu'avec ça, je veux dire, oui, il faudrait bien réfléchir à quel type de guerre ce serait. Parce que si c'est une guerre à distance, ce serait vraiment compliqué. Les deux, n'est-ce pas? Ce sont des pays très compliqués pour faire la guerre. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ce serait vraiment difficile, car ils le prouvent. Ils démontrent qu'ils sont résilients et ce qui me surprend chez l'Iran, c'est qu'avec une grande partie de la population contre eux, ils arrivent quand même à maintenir le conflit. Je trouve ça vraiment incroyable. À un moment donné, il semblait que ça allait les... Non, ça allait les rendre plus faibles, mais pour l'instant, ça ne s'est pas passé comme on l'avait imaginé. Et ça, c'est vrai avec la question de l'Iran. Contrairement à l'Ukraine, ici, il y a, disons, le facteur qu'ils ont beaucoup d'ennemis. Pas mal de grands ennemis. C'est-à-dire parce qu'ici, avec l'Ukraine, en réalité, ils ne s'entendent pas mal avec la Biélorussie, ils s'entendent mal avec Loukachenko, mais pas avec la Biélorussie, et ils ne s'entendent pas vraiment mal avec la Pologne. Ce serait difficile, n'est-ce pas? Avec qui t'allier, y aurait-il vraiment quelqu'un? Imagine tous les pays du Golfe contre eux. Non. Oui, ce serait plus simple. Concernant Léo Garcia, il y a des années, je suis allée travailler à Tapachula, au Mexique, dans des laboratoires qui élevaient des mouches proches des moustiques pour lutter contre celles nuisibles aux fruits. Regarde, c'est vraiment intéressant. Qui a commenté? Aurelio Garcia? Aurelio, je te salue chaleureusement, je ne savais pas que tu touchais à tous ces sujets, c'est intéressant. Salutations à Mauricio, les guerres saturent l'atmosphère de polluants. Oh, eh bien, tout à l'heure, quand nous avons vu l'image de l'incendie de la concession Siker là-bas à Kiev, ils ont demandé à tout le monde de ne pas sortir, de ne pas s'approcher de la zone parce que, eh bien, cela génère une fumée très toxique. Voilà. Salutations aussi à Sylvia, elle dit « Félicitations à tous ceux qui fêtent leur anniversaire ». À Marvin, aussi à MT, elle dit « Bon, je reste un petit moment et ici tu insistes ». Et à Daiso dit « Nous sommes Mexicains, nous nous entendons bien avec tout le monde ». Voilà. Salut aussi à... Oui, c'est vrai. Oui, en effet, c'est vrai. Salutations à Vixega et qui dit joyeux non-anniversaire à Panterita. Il y a aussi Adilson ici. Salutations à Adilson. Salutations, comment allez-vous?
Il s'appelait Moscamet pour lutter contre les mouches méditerranéennes qui nuisent aux fruits. D'accord, c'est très intéressant. Vic Sega affirme qu'au Yucatan, l'eau et les vivres sont épuisés à cause des ouragans. La situation est passée au niveau 4 et tout le monde est effrayé. De quel ouragan s'agit-il? Voyons, Vic, je dis. Non, non, il n'y a aucun ouragan. Il n'y a aucun ouragan, Vic. Oui, il n'y en a pas. Oui, il y a une forte tempête qui arrive, ça oui. Il y a un dans la partie sud, c'est-à-dire plus qu'un ouragan. En ce moment, il y a une possibilité très très lointaine, non? Qu'il se forme une tempête tropicale dans la partie sud au cours des 7 prochains jours, n'est-ce pas? Nous allons l'afficher à l'écran. C'est ce que rapporte, je vous le dis. De toute façon, il faut rester prêt, n'est-ce pas? Oui, parce que cela peut réserver une surprise. Oui. Car la saison des ouragans commence déjà. D'ici 7 jours, les probabilités augmentent de 40%, oui. Voilà, n'est-ce pas? C'est la probabilité qui est là. En général, les premiers sont plus légers, mais ne vous y fiez pas, surtout dans le Pacifique, car on a déjà vu ce qui s'est passé. Mais je parle du Yucatan. Non, pas au Yucatan. Au Yucatan, rien, n'est-ce pas? Oui, non, pas au Yucatan. Passe à l'Atlantique. Dans l'Atlantique, il n'y a rien. Rien. Ils disent qu'il n'y a pas d'activité prévue dans les 7 prochains jours, mais oui, il va pleuvoir beaucoup. Oui. Oui. Mais non pas d'ouragan, mais bon, il faut quand même se préparer, n'est-ce pas? Oui, exactement. Alors, regardez, la carte. Allez, la voilà, regarde, il n'y a rien. Rien. Et la voilà, regarde. Il n'y a aucun cyclone prévu dans les 7 prochains jours, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien du côté du Yucatan, n'est-ce pas? Je veux dire, dans tous les cas, oui, du côté du Pacifique, il y a un phénomène, mais dans tous les cas, ça affecterait plutôt Guerrero, Oaxaca, n'est-ce pas? Voilà. C'est bien la zone potentiellement concernée, non? Oui. Voilà. Salutations au papa et à Noah, cette blague pour les amours déçus, entre amis, tu sais. La Carmen a eu un enfant albinos, ça ne m'étonne pas vu comme elle est ivre. Atchoum, qu'est-ce qu'il y a de cool là-dedans? Atchoum. C'est super. Eh ben, l'albinos, non, je ne sais pas. Albenos. D'accord. Oh, pardon, ça m'est venu tout seul, mais tu sais, dit Monsieur Painter. Salut les amis, quelle serait votre opinion sur les armes climatiques comme CHARP? Par hasard, les États-Unis les utilisent dans le conflit avec l'Iran. Cette année, il y a eu moins de sécheresse au Mexique. Quelle arme climatique? Non, il n'existe aucune arme climatique, c'est une théorie du complot. Ce genre de structures qui ont été utilisées, elles l'ont été au Pérou, dans beaucoup d'autres pays aussi, et ils ont un peu expérimenté avec ça, mais en tant qu'arme, ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, il y a eu des expérimentations sur le climat, en fait, cela fait de très nombreuses années qu'on expérimente, mais pas au point de générer un ouragan, une tornade ou des choses de ce genre. Non, à ce niveau-là, on n'y est pas arrivé, on n'a pas réussi, et non seulement ça, mais au contraire, on dirait plutôt qu'on contrôle de moins en moins le climat, c'est plutôt le climat qui nous contrôle. Donc il y a des cycles, n'est-ce pas ? De la même façon, ils ont eu des années et des années de sécheresse. Et si ce genre d'armes existait, ils les auraient déjà utilisées pour éviter les sécheresses et les énormes incendies qu'ils ont eus. Au contraire, non. On est loin de contrôler le climat, non. Salutations à Maria et Elena, toujours en retard. Câlin à vous, amis. On a encore d'autres salutations. Je vous souhaite un début de mois heureux et merveilleux. Plein de bonnes ondes à vous. À Kripa, merci pour l'information. Merci beaucoup Maria Elena. C'est un plaisir d'être toujours ici. Merci beaucoup. Salutations aussi à Panterita. Et bon, il demande où est Marcella. Salutations. Lucia Escudero dit: eh bien, les prédictions d'un économiste qui a déjà deviné les 3 dernières Coupes du Monde, il a dit que les Pays-Bas vont gagner. Il l'a publié sur la BBC. Oui, je l'ai vu. Enfin, ils n'en ont pas parlé ce matin. Je n'ai pas vu le rapport de la BBC, mais j'ai vu qu'il y a des gens qui font des prédictions non pas sur 5 ans, mais sur 8 ou 9 Coupes du Monde. C'est-à-dire des personnes ayant prédit les Coupes du Monde. Ce serait super. Ils doivent jouer à Monterrey. Regarde, imagine-toi. Imagine-toi, ici mon gars. Eh bien, ce serait évidemment très intéressant. Eh bien là, on sait déjà pour qui on va être. Je l'ai fait, non. Oui, j'ai vu le commentaire ce matin. Je ne sais pas qui l'a fait, mais on va voir si on a raison, non? On va voir ce qu'il se passe. Bétan dit « Comment ça va? Salutations à la République dominicaine. » Salutations. Très bonjour. Salutations MX500. Salutations du Texas jusqu'à Guanajuato. Salutations MX500. Quoi de neuf MX500? Salutations. Aussi salutations à celui que tu as salué. Vic dit « Il y a beaucoup de remerciements pour nous. Il dit qu'il ne faut pas que l'ouragan soit trop fort. Beaucoup racontaient cette histoire.
Merci de l'avoir clarifié. Salutations Vic, bonsoir. Ici, on a toujours les meilleures infos. Oui, non, eh bien non. Pour l'instant, il n'y a rien pour l'Atlantique. Jusqu'à présent, il n'y a même pas le moindre signe qu'il va se passer quelque chose pour l'instant. N'est-ce pas? Oui. Salutations aux visiteurs. Bonsoir. Salutations depuis la face cachée de la Lune jusqu'ici. L'odeur de la poudre. Salutations aux visiteurs. Comment vas-tu? Salutations à Guillermo Nyong'o qui disait que Nyong'o n'est pas son nom de famille, que c'est le nom de la classe qu'il donne, que c'est du japonais. D'accord? D'accord. Très bien, très intéressant. Salutations à Jalala. Comment vas-tu, Jalala? Quoi de neuf? Qui d'autre ne me salue pas? Jalala Circular. Salutations aussi à Ricardo Sandoval qui nous écoute depuis le Panama. Salutations. Salutations. Salutations à Sol Garcia. Comment vas-tu, Sol? Et à Jorge. Bon, Jorge, on l'a déjà salué. Oui, bien sûr. Ne t'inquiète pas, Jorge. On t'a déjà salué. Salutations à Martin Gutiérrez. Il mentionne le stress énorme ressenti chaque nuit en Ukraine où l'on ignore chaque jour si l'on survivra ou gardera sa maison. Mon Dieu, quelle angoisse de vivre comme ça pendant 5 ans. Oui, c'est vraiment terrible, bien sûr. Oui, non. C'est ça. Et il y a un changement, c'est-à-dire qu'ils étudient la psychologie des gamins, des enfants, parce qu'ils ne sont plus des enfants normaux. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire, maintenant, ce sont des enfants super responsables, mais ils ont aussi tendance à être violents. En situation de stress, ils ont tendance à recourir à la violence, ce qui est quelque chose de très courant. Bien sûr, à cause du stress. C'est à cause de ce stress. Tu ne le dis pas, en Ukraine? Oui, j'imagine bien. Lucia dit, PBC dit que Trump a arrêté l'achat d'armes à Taïwan. Eh bien, s'ils en sont là, non. C'est-à-dire, ils sont en train de négocier, pour ainsi dire, de ne pas trop soutenir Taïwan, mais sans non plus lui tourner complètement le dos. Disons que c'est ce point-là avec lequel, j'imagine, il négocie avec ce Xi Jinping. Lucia dit santé. Salutations. Pépé dit que le problème, le son parfois sur YouTube, il dit « Je me suis rendu compte que quand on n'entend pas le changement de langue, c'est marqué anglais. Et là, on entend en espagnol. » Exactement. Je l'ai déjà enlevé, En fait, déjà... Nous avons supprimé cette option de doublage. Il n'y a plus de doublage parce que ça causait des problèmes de son. Merci de l'avoir remarqué. Plusieurs personnes nous l'ont signalé, ce qui nous a permis de découvrir l'erreur audio causée par cet outil de doublage. Donc ici, en fait, c'est une chaîne pour la communauté hispanophone. Nous avons une chaîne qui est en anglais, mais certaines vidéos sont traduites en anglais. Nous ne pouvons pas le faire avec toutes les notes, il n'y a que du contenu en anglais. Là-bas, pas de direct possible. On le fait ici. Marie-Léna. Bonjour, merci à tous. Super Marie-Léna, comment vas-tu? Salutations Marcella. Chris commente. J'ai un contact Facebook avec une fille à Kiev, en Ukraine, qui a un fils d'environ 4 ans. L'enfant paraît toujours effrayé, nerveux, jamais souriant ou heureux. Oui, c'est vrai que vivre ainsi est très compliqué. Je te salue Marvin. Eh bien, je me souviens que c'est l'histoire d'un autre cas. Quand j'étais petite, j'étais dans une école où parfois des enfants venaient d'autres parties du monde et une fois, une fratrie est arrivée d'Israël. Et quand ils entendaient l'alarme qui annonçait la fin de la récréation, qu'il était temps de sortir, vous savez, ils devenaient hystériques. C'est-à-dire qu'ils ont eu beaucoup de mal à s'adapter au son parce qu'ils l'associaient aux alertes d'attaque. Donc après ça, il va falloir travailler énormément avec les enfants, avec les soldats qui reviennent de la guerre, parce qu'ils vont avoir besoin d'un accompagnement psychologique très fort. Et évidemment aussi avec les couples, parce que chaque fois qu'ils reviennent de la guerre, il disait que la dernière fois, en 2014, ceux qui sont revenus ont provoqué une augmentation de la violence familiale. Donc tout cela doit aussi être pris en charge. Bien sûr, bien sûr. Salutations à Marvin, il salue Pépé et Astrid, merci pour l'info. Ça ne va plus s'arrêter et tout le monde joue contre tout le monde. Malheureusement, ils veulent la guerre, dit Marvin. Salutations à Lucia, qui dit Pépé et Astrid. Merci de nous donner l'opportunité de dialoguer et de partager des informations. Merci Lucia d'être ici. Salutations, salutations. Et Vixi Sega dit que ce n'est pas une vie. Bonjour Gabriel Durand, comment vas-tu? Salutations Gabriel, Vixi, toute la communauté, c'est super. Allons-y, on continue à discuter. As-tu quelque chose à ajouter? Non, souvenez-vous que sur Telegram et WhatsApp, nous vous envoyons les notifications de dernière minute pour ne pas manquer les directs. Eh ben, on se voit demain. Nous sommes aussi sur Facebook, X et Insta. Une recommandation que nous avons pour vous pour samedi. Très bonne. Je ne veux rien dire pour ne pas gâcher la série qu'on regarde, mais elle est vraiment bien, elle est très divertissante et parfois on a aussi besoin d'un peu de divertissement, non? Pour se détendre un peu.
Christine dit « Je me rappelle d'un dossier où cette fille publiait des vidéos et photos avec de nombreuses personnes dans les tunnels du train et qu'elle allaitait. Début de la guerre, elle n'est pas influenceuse. C'est fou. Salutations, Christian, de la part de Christine. » Salutations, le papa. Non, c'est une blague de couple. Je te laisse, tu ne comprends jamais ce que je dis. Où vas-tu me laisser? Oh, vérifie-lui l'oreille. Oh. Je ne pense pas qu'il le dise. Je pense qu'il l'a vu, et tu veux que je regarde ses oreilles? Salutations. L'ouragan Rabins a frappé fort. Merci. Oui, Chizes, pareil. Non. Les salutations Winkoff. Comment vas-tu, au fait? Un énorme salut à toute la communauté. Eh bien, merci beaucoup de nous accompagner. Allons-y, nous sommes ici depuis tôt ce matin. À plus tard. Assalamu alaikum. Nous interrompons votre programme habituel. Merci de vous être branché sur la Verdade. Ceci est Pépé en direct. La vérité est intense, l'insolite est réelle. Ici nous l'analysons, approche globale. Ne reste pas à l'écart, connecte-toi à la chaîne Pépé en direct. Contrôle le signal Pépé et Astrid qui disent la vérité. Journalisme brut, ici on respecte. Active l'alerte, ne nous perds pas de vue jusqu'à la prochaine fois. Oui monsieur, on fait l'appel, abonne-toi. Pépé en direct dans la place.